Comme à chaque mouvement social, la France revit en quelque sorte ce moment spécifique qui se rejoue à travers les médias. On utilise à peu près les mêmes mots. Galère, mardi noir, mercredi noir. On revoit les mêmes micro-trottoirs avec des gens triés selon d'ailleurs le bon vouloir du journaliste, puisque fatalement un micro-trottoir n'a strictement rien de représentatif. Donc cette pantomime donne l'impression que rien n'avance et que rien ne change. Mais dans un sens, c'est peut-être exactement le but. À savoir qu'il y a autour de cela cette idée que le mouvement social, la grève, ne serait qu'une forme d'immobilisme face à la marche obligatoire et indéfinie du progrès, qui ne doit pas s'arrêter. Et c'est d'ailleurs le cœur même de la rhétorique macronienne, puisque l'ensemble des communicants du macronisme est allé sur les plateaux de télévision expliquer que soit on acceptait cette réforme telle qu'elle est, soit on était pour le statu quo. Or, il apparaît bien entendu que les choses n'ont strictement rien à voir avec cela. Mais il faut se méfier, notamment de la part du gouvernement, de ce mouvement qui pourrait durer plus longtemps que les précédents, et donc arriver à ce point de rupture que connaissent beaucoup de mouvements sociaux, ce moment où les commentateurs même qui ont expliqué à quel point la réforme était nécessaire, qui ont expliqué qu'il fallait absolument changer les choses, qu'il fallait être moderne, les mêmes, à un moment donné, si le conflit s'éternise, si eux-mêmes d'ailleurs ont été touchés par des difficultés, expliqueront avec autant de ferveur qu'il est temps de lâcher du lest, que le gouvernement ne doit pas être sourd à la colère de la rue. Tout cela fait partie du jeu. Mais à aucun moment on ne s'intéresse réellement aux raisons pour lesquelles on en est arrivé là. Alors bien sûr, il y a le discours sur la fameuse dette de la SNCF, dette abyssale, 50 milliards. 50 milliards qui ne sont pas dus au fait que la SNCF est un établissement public, mais qui sont dus à la mauvaise gestion de cet établissement public. Ce qui n'invalide absolument pas le principe de service public et d'entreprise gérée par l'État. Non, en l'occurrence, ces choix qui ont été faits par les hommes en place, notamment Guillaume Pepy, qui est tout de même à la tête de la SNCF depuis 10 ans, ces choix ont été ceux de l'esbrouf, de la communication, de l'apparence, en délaissant totalement les investissements à destination de la population, des citoyens. C'est-à-dire que c'est l'oubli du service public lui-même qui a engendré la situation que nous connaissons. Et aujourd'hui, cette question de la dette n'est absolument pas réglée. En revanche, on voit bien comment petit à petit, l'ensemble du débat se focalise sur le statut des cheminots, pour éviter tout ce qu'il y a autour. Et c'est cela qui nous amène à la réalité du problème, à ce qui n'est jamais abordé jusqu'au fond. En effet, on voit dans l'opinion publique un partage à peu près à 50-50 entre ceux qui soutiennent le mouvement social ou ceux qui soutiennent la réforme de la SNCF. C'est assez intéressant de constater que Emmanuel Macron a obtenu à peu près 24% des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle, François Fillon 20%, ce qui nous donne grosso modo l'état de l'opinion, c'est-à-dire la proportion de Français qui estiment qu'il faut s'adapter à la mondialisation néolibérale et en adopter les modes de fonctionnement. Et ce sont ceux-là qui soutiennent le gouvernement. Parce que derrière cette réforme ponctuelle, il y a l'ensemble d'un système économique. En effet, on ne voit pas bien pourquoi, s'il s'agit seulement de faire fonctionner de façon plus efficace la SNCF, s'il s'agit seulement de modifier le statut des cheminots pour plus d'équité et parce qu'il faudrait tenir compte de l'évolution de leur métier, de leur vie, on ne voit pas très bien en quoi cela nécessiterait de passer
d'un EPIC, établissement public à caractère industriel ou commercial, à une SAS à capitaux non cessibles. En quoi la réforme de la SNCF nécessite-t-elle la réforme du statut de l'entreprise? Eh bien, tout simplement parce que derrière, il y a une logique de fond, qui est celle de la libéralisation des services publics partout en Europe. En effet, une SAS à capitaux non cessibles, malgré toutes les garanties que donne actuellement le gouvernement, peut devenir une SAS à capitaux cessibles. Et quand le gouvernement d'aujourd'hui explique que non, bien sûr, il n'y aura pas de libéralisation de la SNCF, on sait très bien que c'est pourtant la logique qui est à l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'elle se prépare depuis des années. Pas seulement depuis 2015 et 2016, quand François Hollande est allé en Europe expliquer que la France, évidemment, ouvrait à la concurrence et allait s'adapter à ce qui était demandé. Non, pas seulement cela. La logique date de l'acte unique de 1986, qui déjà transformait l'Union européenne en un vaste marché unique dans lequel l'ensemble des services publics devait être libéralisé. Et l'idée était d'uniformiser ce marché, et notamment le marché de l'emploi, le marché des services. C'est cela que l'on voit ensuite se déployer. Dès 1991, on commence à modifier le statut d'EDF, de France Télécom, pour les préparer à l'ouverture à la concurrence, pour les préparer à devenir des entreprises petit à petit privées. Et puis, en 1992, le traité de Maastricht entérine un petit peu plus cette logique, mais c'est surtout en 2002, avec le sommet de Barcelone, que l'on voit se dessiner réellement ce que doit être le visage de l'Union européenne. Lionel Jospin et Jacques Chirac sont allés signer tranquillement un texte qui décrivait une flexibilisation du marché du travail, une modification des régimes de retraite et donc une ouverture des services publics à la concurrence et leur libéralisation progressive. Pendant des années, on a fait semblant de ne pas voir. Les syndicats eux-mêmes ont fait comme si ils pouvaient continuer à tenir la même rhétorique, le même discours, alors que ce texte avait été signé et que tout y était écrit noir sur blanc. Droite et gauche ont maintenu leur discours d'apparence et fait croire qu'il s'agissait de discuter réellement de l'avenir ponctuel de la SNCF, comme on allait discuter de l'organisation du marché du travail en France. Alors qu'en fait, tout cela relève d'une logique technocratique à laquelle nous avons adhéré à travers l'adhésion aux différents traités européens. De sorte qu'aujourd'hui, le blocage est essentiellement politique. À aucun moment, Emmanuel Macron ne peut reculer, puisque les réformes qu'il entend faire, et qu'auraient dû faire ses prédécesseurs, de droite comme de gauche, qu'ils espéraient faire, c'est tout le problème de François Hollande, qui avait cela en tête, alors même qu'il se faisait élire sur le grand discours du Bourget, « Mon ennemi, c'est la finance ». Emmanuel Macron ne peut pas reculer parce que son adhésion aux principes européens fait qu'il doit libéraliser le marché du travail et qu'il doit ouvrir les services publics à la concurrence et les faire fonctionner non plus comme des services publics, c'est-à-dire en dehors d'une logique de rentabilité, mais au contraire comme des entreprises, disons, quelconques. Alors, l'honnêteté intellectuelle voudrait que tout cela soit mis sur la table et qu'on explique clairement les choses aux Français. Emmanuel Macron s'est fait élire sur un programme européiste, celui d'une Europe qui protège et qu'il allait réformer. Pour l'instant, on attend toujours cette Europe qui protège. En revanche, depuis son élection, on nous a expliqué que les citoyens français étaient donc de nouveau pro-européens, qu'ils avaient retrouvé foi en l'Union européenne. Mais laquelle?
Celle des apparences, celle dont on nous dit qu'un jour, en effet, elle va réellement nous protéger, qu'elle va réellement réindustrialiser, investir, qu'elle va réellement mettre en place une défense indépendante de l'OTAN et des États-Unis. Ou alors, l'Union européenne réelle, celle qui, de toute façon, applique un dogme qui est celui de la libéralisation des marchés, de leur uniformisation, donc d'une révision à la baisse de tous les droits sociaux et d'une destruction, d'un détricotage de tout le compromis politique, économique et social construit en France depuis la libération. Puisque c'est bien cela la réalité. Mais puisque Emmanuel Macron fait le pari que les Français aiment de nouveau l'Union européenne, peut-être peut-il faire preuve d'honnêteté et leur expliquer qu'il est en train d'appliquer le programme fixé par les grandes orientations de politique économique de l'Union européenne, que c'est pour cela qu'on retrouve ces différentes réformes, celle des marchés du travail par exemple, dans l'ensemble des pays européens, quelles que soient les réalités de chaque pays, quelles que soient les spécificités de chacun. Et sur la question du ferroviaire, cela peut donner quelques réussites dans certains endroits et puis des inconvénients de l'autre. C'est-à-dire que la Suède, par exemple, a vu le prix de ses billets baisser, mais l'investissement dans le réseau est aujourd'hui dramatiquement faible. À côté de ça, vous avez en Allemagne une réouverture de petites lignes, les billets coûtent plus cher. Donc, cette question de l'ouverture à la concurrence, suivant les structures des pays, peut donner des résultats totalement différents. Mais tout cela ne rentre pas en ligne de compte, puisque sous couvert de pragmatisme, le grand mot qui est aujourd'hui affiché par le gouvernement, nous sommes en fait face à un dogmatisme total. Celui d'une politique qui doit s'appliquer partout uniformément, et qui s'appelle le néolibéralisme, appuyé sur le libre-échange et sur la libre circulation des hommes, des capitaux et des marchandises.